et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée, présentée par Eugénie Barbeza et co-réalisée aujourd'hui par Gilles Brézard et Stéphane Dujardin. Alors au programme de cette émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jeanne Burgard-Goutal. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste de l'écoféminisme qui a été le sujet de votre précédent ouvrage que j'ai sous les yeux, être écoféministe, théorie et pratique, une somme en fait, c'était un peu votre thèse, mais tout à fait renouvelée pour la rendre lisible et pour la rendre pratique, parce que c'était un livre à la fois qui parlait de la théorie, mais aussi beaucoup d'expériences que vous avez réalisées pour faire ce gros travail. Je crois que ça vous a pris 7 ans pour faire ce premier livre. Et puis il sort c'est sorti fin octobre, je crois, Rose Sister. Pour le coup, c'est un roman graphique qui est paru aux excellentes éditions Tana, que vous avez donc co-réalisé, puisqu'il y a le travail graphique qui n'est pas de vous, et puis le travail d'écriture, de recherche aussi, parce que c'est un livre qui donne plein de pistes de recherche et d'action, puisque les lecteurs et lectrices sont invités à participer à ce livre, sont interpellés tout le temps, surtout à la fin du livre. Voilà, je dévoile un petit peu, je spoil un petit peu, mais c'est vraiment un travail qui prend tout son sens, et on sent que c'est très ancré aussi dans le monde contemporain, dans la crise du coronavirus, dans la crise sanitaire. Alors comment vous est venu, quelle est la genèse de ce travail graphique et de recherche et de fiction? L'idée est venue à partir de la rencontre avec Aurore Chapon, qui est donc l'illustratrice du livre. Chronologiquement, en fait, on s'est rencontrés par hasard à une conférence que je donnais à Rennes. J'étais invitée par une asso étudiante dans le cadre de la Semaine de l'Environnement. Et à la fin de la conférence, une jeune fille est venue me parler et on a échangé un peu. Je lui ai donné mon mail et de fil en aiguille, on a eu envie d'écrire ce livre ensemble. Donc Aurore Chapon, c'est une dessinatrice et graphiste c'est son premier roman graphique, elle aussi. Donc c'est un peu notre premier bébé à toutes les deux. Alors qui fait un travail sur les aplats, sur la couleur, incroyable. Oui. Voilà. Alors justement, en fait, son travail m'a plu. Bon, déjà avant, elle avait tout un univers qui tournait autour des questions écolo et féministes. Elle a fait des affiches pour des festivals, pour des maisons de la culture. Donc elle avait déjà une sensibilité à ce sujet. Et ce que je trouvais génial aussi, c'est que souvent l'iconographie écoféministe, c'est un peu cucu. Des fois, c'est des trucs un peu new age avec des couleurs pastel, des femmes enceintes au bord d'une rivière. Donc il y a plein de choses qui, même symboliquement, contribuent à ce qu'on dise oui, l'écoféminisme, c'est essentialiste, ça associe les femmes et la nature, etc. Alors que dans le travail d'Aurore Chapon, c'est pas du tout ça. C'est un style. Alors, bon, moi, j'ai pas de vocabulaire technique sur l'image, mais voilà, c'est un style qui est très moderne, qui est très coloré, très contemporain aussi, oui. Voilà. Et voilà, et qui déconstruit aussi les codes des couleurs, justement. Exactement. Voilà, elle tenait effectivement à ce que, par exemple, on ne fasse pas des personnages noirs ou blancs. Alors, il y en a beaucoup qui ont un nez bleu ou la peau violette ou voilà, des choses. Et justement, le fait qu'elle soit sensible jusque dans son travail concret sur comment on déconstruit les images habituelles, comment on fait pour éviter de tomber à la fois dans les clichés des représentations habituelles et à la fois dans les clichés des représentations écoféministes un peu naïves. Voilà, c'était vraiment la bonne personne pour faire ce livre ensemble. Et à la fois sur le fond et sur le visuel, on s'est très bien comprise pendant toute la collaboration. Donc c'était, je la remercie. Voilà, et donc ce livre, il est inscrit dans un contexte global. Voilà, alors c'est un petit peu une dystopie puisque vous nous mettez quelques années plus tard, mais bon, on est encore tout à fait dans les conséquences concrètes de ce qu'on vit aujourd'hui, depuis un sacré bout de temps, hein. Mais on est quelques années plus tard, on est en 2030, et ben ça s'est pas arrangé, ça c'est voilà. Mais par contre, on voit tout à fait que voilà, vous êtes juste dans une petite
projection. Et donc ça, je crois que la pandémie semble vous avoir beaucoup marqué et vous avoir été comme une sorte de révélateur sur... ça a peut-être eu un effet loupe sur ce qu'allait donner notre monde. Oui, tout à fait. En fait, donc j'ai situé l'intrigue en 2030 et quand j'ai commencé à écrire ce scénario-là, enfin on avait déjà travaillé sur un premier projet avant le premier confinement avec Aurore, mais ça s'est considérablement modifié. Et donc quand j'ai écrit le scénario qui est celui du livre réel, c'était en mai 2020. Donc juste à la sortie du premier confinement. Et j'avais l'impression de créer quelque chose qui était très dystopique et très sombre. Et l'expérience vertigineuse de l'écriture de ce livre, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des semaines et des mois d'écriture, la réalité ressemblait de plus en plus à l'univers un peu horrible que j'avais imaginé, au point qu'avec Aurore, en fait, on se faisait des blagues, on se disait c'est le scénario qui a fuité, qui inspire les politiques, elle me disait mais arrête d'écrire, comme s'il y avait une malédiction. Mais c'est un peu un livre de sorcière quand même. Un peu. Parce que voilà, le livre est magique, ça vous le saurez si vous l'achetez, si vous le lisez bien jusqu'au bout. Mais il y a quand même, il y a une part de magie. Hein. Il y a des choses qui échappent à la raison rationnelle, on va dire. Exactement. Et pour moi, justement, comme je suis formée à la philosophie, c'est mon métier, j'enseigne la philo au lycée. Mon premier ouvrage, c'était une enquête philosophique. Et d'habitude, en philosophie, on est quand même tenu de essayer de tenir un propos qui soit à peu près vrai, qui soit justifié, argumenté. Et alors dans Résisteurs, évidemment, je dis pas n'importe quoi, c'est appuyé sur beaucoup moi, de faits, de plein de choses vraies. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça m'a permis aussi, en fait, d'explorer ce qu'on n'a pas trop le droit de faire en philo, c'est-à-dire d'explorer davantage l'imaginaire, la fiction, d'aller même dans le fantastique, où il y a une sorte de monde parallèle dont on ne sait pas vraiment si c'est le rêve, la réalité. Et je crois que cette sorte de permission vis-à-vis des limites du réel et des limites du rationnel, c'est pas seulement un plaisir que je me suis fait, c'est aussi tout à fait en cohérence avec l'écoféminisme, puisque dans l'écoféminisme, il y a l'idée que il s'agit de construire des théories qui soient susceptibles de créer de nouveaux imaginaires, de créer de nouveaux horizons politiques, de changer nos représentations et de construire un nouvel horizon. Et pour construire un nouvel horizon, l'imagination, c'est un pouvoir qui est absolument nécessaire à exercer. Si on est juste empêtré dans le constat de ce qui est, on s'enlise dans le désespoir et on peut rien créer de nouveau. Donc là, ça permettait d'avoir ce ressort un peu enthousiasmant de l'imaginaire, de la magie, sans tomber dans... c'est pas un livre qui est optimiste, hein, ça tombe pas dans un imaginaire... mais quand même, il y a cette capacité d'agir qui est développée tout au long du livre, et capacité d'agir sans autre moyen que nos propres ressources, nos propres envies, nos propres constats, et ça c'est quand même très très enthousiasmant, j'ai trouvé, moi. Oui, c'est vrai. Non mais effectivement, je crois que c'est pas optimiste mais que c'est enthousiasmant. C'est-à-dire il y a aussi une sorte de noirceur dans les constats que je fais. Les premiers chapitres, je sais qu'il y avait certaines personnes qui les ont trouvés assez angoissants parce que ça dépeint cet univers de 2030 qui est une lunette grossissante sur les travers de notre époque si on poursuit la tendance. Et en même temps, c'est vrai que l'idée n'était pas du tout non plus de faire quelque chose de plombant, mais quelque chose qui donne... peut-être pas de l'espoir, mais en tout cas de l'énergie, de la conscience qu'on n'est pas obligé de s'enferrer dans le sentiment d'impuissance et que c'est possible de trouver un élan, notamment collectivement, et que c'est possible... où qu'on se situe dans la société. Et ça, c'est une des forces de l'activisme écoféministe depuis ses débuts. L'idée qu'il ne suffit pas de militer pour des lendemains qui chantent ou pour qu'un jour peut-être les choses changent, mais il s'agit aussi de voir dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, amicale, associative, dans notre vie de consommateur, de citoyen, ce qu'on peut faire
pour faire autrement et faire autrement ensemble. Et alors ça, c'est très intéressant parce que vous échappez à l'écueil des petits gestes qui nous sont imposés et prescrits par les gens qui veulent que justement tout continue comme avant. Et puis le consommateur, le citoyen fait ses petits gestes et tout va bien. On peut continuer à avoir des grosses entreprises comme celle que vous décrivez qui fait des projets bien greenwashinés et qui en fait vont artificialiser la terre entière. Et donc vous êtes dans quelque chose de différent, c'est-à-dire que chaque petit geste ou chaque action qu'on peut faire à son propre niveau, c'est une prise de conscience, c'est de la sensibilisation et ça passe par l'intérieur du cerveau. C'est pas juste on écoute la radio et on dit qu'il faut fermer le robinet quand on se brosse les dents, quoi. Exactement. En fait, j'ai l'impression que souvent, les débats autour des actions possibles en termes d'écologie, ils nous enferment dans une sorte de fausse alternative qui est source d'inaction et de sentiment d'impuissance, qui est le changement total de système ou les petits gestes du quotidien. Et les deux paraissent insatisfaisants. On va dire oui, si on fait que des petits gestes du quotidien, c'est pas un changement structurel, c'est pas un changement d'institution on change pas le capitalisme avec ça, donc ça sert à rien. Et inversement, on peut dire oui, mais alors dépasser le capitalisme ou changer les structures de l'État-nation, c'est pas possible, c'est décourageant, donc on fait rien non plus. Et ça, je crois que opposer ces deux formes d'action et penser que c'est les deux seules formes d'action possibles, c'est un piège énorme. Et c'est justement ce qui fait que on se dit finalement, quoi, de toute façon, tout ça ne sert à rien. Donc là, il y avait l'idée de montrer que le quotidien, il est effectivement pas fait de petits gestes, que le quotidien c'est la structure même du réel et qu'au quotidien on n'est pas juste en train de ouvrir et fermer des robinets, mais on est aussi en train d'aller travailler avec certains moyens de transport qu'on choisit, dans certains secteurs d'activité qu'on a choisis, à tel ou tel, oui voilà, ou pas, mais en tout cas que tout ce qu'on fait dans nos vies, on peut pas penser ça comme des petits gestes. En fait, que chaque action est un choix qui est une pièce d'un puzzle global. Ce qui est très important, je trouve, c'est que à travers vos personnages, que ce soit la caissière qui sensibilise les gens qu'elle voit acheter des tonnes de vêtements ou un sandwich pourri au fait d'une alternative possible, que ce soit la femme de ménage qui finalement, on va pas tout dévoiler, mais va devenir un personnage central de ce roman graphique. Chaque vie compte, chaque personne peut agir à son niveau. Il n'y a pas de petit niveau en fait dans votre roman. Exactement. Un souci qu'on avait avec Aurore dès le début, c'était d'essayer de trouver des personnages qui représentent une diversité, à la fois sociale, ethnique. Alors je pense qu'on n'a pas, et même en termes d'espèces, puisqu'il y a un chat qui parle, qui est un personnage important, et une surette aussi. Archimède, il est formidable, c'est mon personnage préféré. Il est très mignon. Ouais. Et très intelligent. On finit par s'en rendre compte, les humains finissent par percevoir, enfin en tout cas quelques-uns finissent par... Et donc en tout cas, voilà, il y avait l'idée de je sais pas si on a complètement réussi, mais voilà, en tout cas de faire droit à une forme de diversité et de montrer que alors c'est pas que chacun à son échelle peut agir, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas forcément là où il nous est montré en fait, c'est plutôt ça. Oui. Alors ça effectivement c'est quelque chose que l'écoféminisme montre bien dans les théories écoféministes. Il y a une relecture du fonctionnement du système en essayant de se demander qui fait réellement marcher le système. Est-ce que les personnages qu'on nous apprend à admirer en cours d'histoire, est-ce que c'est vraiment eux qui font marcher la société, qui font marcher l'histoire, qui font que ça tient debout, que les gens sont nourris, soignés, habillés, etc. La pandémie aurait pu nous ouvrir les yeux. Enfin, elle a ouvert les yeux d'un grand nombre de personnes, mais simplement pas forcément de ceux qui gouvernent. Sur ce qu'on a appelé les gens qui étaient en première, en deuxième ligne, les gens qui nourrissent les autres, qui les soignent, qui les accompagnent, tous ceux qui se levaient encore le matin pour aller travailler et avoir une utilité sociale énorme durant cette pandémie. Bon, ceux-là sont restés au bas de l'échelle, si on peut encore parler en termes d'échelle, mais ça c'est... Oui, c'est vrai que ce qui est un peu désespérant et qui est en même temps pas très étonnant, c'est
qu'il y a un fossé entre une sorte de revalorisation morale où on tape sur des casseroles pour dire que c'est vraiment super d'être aide-soignante, etc. et les conditions matérielles, concrètes de la revalorisation réelle d'un certain nombre de métiers. Et pendant la période du confinement, outre les personnes qui continuaient à travailler et qui étaient en grande partie des femmes, donc effectivement les caissières, les aides-soignantes, les infirmières. Il y a eu aussi beaucoup de femmes qui, en restant chez elles, se sont farcies toutes seules l'école à la maison, ou presque toutes seules. Enfin, là aussi, il y a des données chiffrées qui montrent qu'il y a eu vraiment, en termes de répartition des tâches domestiques, répartition de l'éducation des enfants, des sortes de réflexes patriarcaux qui se sont mis en place automatiquement presque. Et là, l'idée, effectivement, non seulement de visibiliser ou de rappeler ce qui a été, ce dont tout le monde a pris conscience pendant le confinement, qui est l'importance cruciale de tous ces métiers qui sont ce qui fait le tissu social, de rappeler ça et de voir aussi en quoi c'est le fondement de toute la société. De tout le lien social, de ce qu'on appelle le care, de ce qui est le soin, l'éducation des enfants, l'enseignement. Voilà. Je vous propose qu'on fasse une petite pause avec Anne Sylvestre, qui est quand même une figure de la sororité. Le mari de Marie-Vonne était mon amant. Quelquefois je m'en étonne encore maintenant. Au début tout feu tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit. Il me disait tu es belle après comme avant. Il descendait la poubelle en repartant. La petit bonhomme, comme on est bien élevé. C'était grâce à Marie-Vonne, il me l'avait caché. La petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma femme est une matrone, il m'avait dit. Le mari de Marie-Vonne était mon amant, mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrai sa femme qui me dit merci. Depuis qu'il vous a dans l'âme, il ne vient plus ici. Il m'avait dit Marie-Vonne est un vrai boudin. Toujours elle me cramponne, ça me dit rien. La petit bonhomme, comme on est mal élevé. Marie-Vonne est très mignonne, il me l'avait caché. La petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma maîtresse est une conne, il lui avait dit. Le mari de Marie-Vonne n'est plus mon amant. Comme il n'a trouvé personne, il est chez sa maman. Marie-Vonne et moi, on pense qu'on pourra bientôt se prendre un peu de vacances, un peu de repos. Mais voilà que Marie-Vonne m'apprend ce midi. Sa belle-mère lui téléphone, elle vient aussi. La petit bonhomme, ça commence à se gâter. Il la prenait pour sa bonne, elle en a eu assez. La petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma mère est une gorgone, il avait dit. Le mari de Marie-Vonne a pu se recaser. C'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté. Au début tout feu tout braise, il sera gentil. Quand il se mettra à l'aise, il refera le lit. Il lui dira tu es belle après comme avant. Il descendra la poubelle en repartant. La petit bonhomme, mais ça ne va pas durer. Quand il lui dira Bobonne, elle va se tirer. Moi, sa mère et Marie-Vonne, on l'a bien dit à Sophie. On t'attend, ma toute bonne, dans le midi. Si longtemps ça recommence, on va se retrouver. Toute une colonie de vacances, on va bien s'amuser. On
On écoutait Petit Bonhomme d'Anne Sylvestre dans Liberté sur Parole sur Cause Commune, et on est avec Jeanne Burgard-Goutal. Alors évidemment, Anne Sylvestre, cette idée de colonie de vacances où les femmes se retrouvent. Bon, alors il y a cette idée de pas de guerre avec les hommes, mais là de s'en écarter un petit peu, qui est pas tellement présente dans le livre, parce que ce que vous expliquez bien aussi, c'est que l'écoféminisme n'est pas une guerre contre les hommes. Et ça, c'est très important, parce que, alors, on va parler un petit peu des personnages de cette, je sais pas si on dit bande dessinée ou roman graphique, je sais pas trop quelle est la différence. Enfin, en tout cas, il y a plein de textes dans ce livre. Il y a des images magnifiques qui s'entremêlent avec les textes, et tout ça se complète parfaitement bien. Mais il y a quand même aussi une histoire. Alors, il y a, on va dire, 4 personnages centraux, un couple avec leur bébé, un couple plutôt très bienveillant entre eux. Elle travaille dans un centre social, lui est enseignant, prof d'histoire. Il y a une jeune indienne qui est venue faire ses études en France. C'est en France d'ailleurs, je sais même pas. Oui, c'est en France, en France, qui étudie le droit. Et puis il y a Pierre qui est souvent présent dans ce même café où il se retrouve. Et Pierre, lui, c'est un homme qui a de l'ambition. Il va être bientôt nommé numéro 2 d'une entreprise qui s'appelle Unibio, c'est ça? Unibou? Moi, je sais pas. Les noms propres, j'ai du mal. Alors les auditeurs, faut qu'ils le sachent. Je vais jamais retenir les noms propres, mais les idées, ça va à peu près. Donc on va rester sur les idées. Donc une entreprise qui fait de la nourriture de synthèse, on va dire, c'est ça, et qui veut nourrir le monde avec des produits dits bio. Oui, exactement. Alors, du bio low cost. Mais accessible à tous, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment en vendre à tout le monde. Exactement. En fait, il y a une espèce de greenwashing géant, mais qui me semblait intéressant pour montrer aussi les ambivalences. Une des difficultés, je trouve, quand on s'intéresse à un mouvement politique assez radical comme l'écoféminisme, c'est d'éviter de tomber dans les gentils et les méchants, voir les choses en tout noir ou tout blanc, eux contre nous, etc. Alors, j'arrive pas toujours à éviter ça, je crois, mais quand même, il y a une tentative de rendre raison de la complexité du réel. Et typiquement, là, cette grande entreprise Unibio, alors on a dû écrire avec 2 O parce qu'en fait, ça existe déjà, la marque en vrai, avec un O, donc pour des questions juridiques. Oui. Voilà. C'est très drôle aussi ce que vous faites avec les marques. J'aime beaucoup l'ordinateur avec la poire ou avec la pomme toute mangée ou avec les cerises, les supermarchés qui s'appellent Auprès. Voilà, vous faites des choses très drôles quand même. On se marre bien en lisant le livre, quand même. Oui, non, on s'est bien amusé aussi en écrivant et en imaginant comment on allait mettre en scène tout ça. Donc oui, le personnage de Pierre, c'est le personnage qui, à la fois, c'est pas un mauvais gars en fait, du tout. C'est plutôt quelqu'un de sympathique qui croit juste ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire qu'il va faire du bio et que le bio c'est bon et que c'est bon pour tout le monde. Donc il croit vraiment qu'il va aider le monde entier. Simplement, il n'a pas encore pris conscience de tout ce qu'il y a derrière. Ça se fera au cours d'un voyage en Inde. Je ne veux pas tout dévoiler, mais c'est très tentant quand même. Voilà, il va découvrir l'envers du décor. Et simplement, il a juste adhéré au discours cohérent et structuré qu'on lui a présenté. Exactement. En fait, voilà, il n'y a pas de gentil ou de méchant. Et ce personnage de Pierre... il me semblait, en fait, mes différents personnages, pour les créer, je me suis inspirée de personnes que je connais réellement et qui sont des gens avec qui je peux avoir des désaccords, mais que j'aime bien et avec qui j'ai eu beaucoup de discussions et donc dont je comprends aussi les raisons. Et c'est ça, quelque chose que je trouve génial dans la fiction, c'est de pouvoir faire en sorte de voir la réalité sous plusieurs angles grâce aux différents personnages. Un truc, moi, qui m'avait complètement scotché, et bon, je suis voilà, la différence entre elle et moi est incommensurable, mais dans Vernon Subutex de Virginie Despentes, il y a des chapitres dans lesquels elle se met, par exemple, dans la tête d'un homme qui bat toutes les femmes avec qui il est en couple, ou de personnages en fait qu'on pourrait facilement juger ou condamné moralement, et le pouvoir de sa plume et de la fiction, c'est de se mettre dans les raisons d'un personnage et de pas être dans une posture surplombante ou moralisatrice, mais de voir en fait comment on peut comprendre et comment on peut se mettre, voir la réalité depuis plusieurs points de vue dans une vraie polyphonie.
Donc bon, Pierre, lui, c'est plutôt un bon gars hein, dans le livre, mais il me permettait aussi de me dire, bah voilà, quelqu'un qui serait... Qui aurait une vision assez classique de ce que c'est la société, ce que c'est la réussite sociale, la réussite professionnelle. Comment lui faire le cheminement en imaginant un lecteur qui serait dans cette posture-là ou quelqu'un avec qui on discute, comment lui faire le cheminement pour l'amener sans le violenter vers les prises de conscience qui peuvent conduire à l'écoféminisme et comment faire en sorte que par sa propre trajectoire, il fasse des découvertes qui l'amènent à voir l'envers du décor et qui l'amènent à comprendre qu'on peut très bien devenir écoféministe ou en tout cas avoir des prises de conscience écoféministes sans que ça soit tomber dans quelque chose de très caricatural, etc. Mais simplement en partant de la position où on en est et de la conscience du social où on en est et en percevant tout ce qui est invisibilisé d'ailleurs, toutes les conditions de production, toutes les vices cachés du système. Donc en termes pédagogiques, on va dire, il est très utile aussi pour prendre certains lecteurs par la main et les amener à comprendre en fait ce qui justifie la critique du système qu'on trouve chez les écoféministes. Et on a beaucoup employé le mot écoféminisme, mais je me rends compte qu'on ne l'a pas encore défini. Et d'ailleurs, il est compliqué à définir. Parce que c'est un mot qui regroupe beaucoup de choses, qui regroupe à la fois des théories, des expériences, et surtout, le problème que rencontre l'écoféminisme aujourd'hui, c'est que, comme toutes les pensées qui ont vocation à changer l'ordre du monde tel qu'il est de plus en plus généralisé. Il est dévoyé, il est accusé d'être radical au sens péjoratif qu'on veut mettre à ce mot. Donc on a un problème avec les mots, on a un problème à pouvoir employer ce mot. Est-ce qu'on peut essayer quand même de dire en quoi ça consiste l'écoféministe ? Comme ça, intuitivement, on se dit c'est écologie et féminisme. Pourquoi les deux ensemble ? Donc, déjà, un point important à comprendre, c'est que c'est pas un concept abstrait, mais ça renvoie à un ensemble de mouvements militants, de mouvements politiques, alors pas de partis politiques, mais de collectifs, de mouvements d'activisme. Donc c'est vraiment, même toutes les idées écoféministes, elles sont enracinées dans des luttes concrètes. Et même si c'est actuellement que ça devient à la mode, en réalité, c'est un mouvement qui est né dans les années 70, avec une histoire pas du tout linéaire, mais dès les années 70, il y a eu tout un ensemble de luttes, de mobilisations autour de divers enjeux, et à chaque fois, le point commun des différentes approches écoféministes, c'est d'essayer de relier écologie et féminisme, donc pas simplement de les juxtaposer, mais d'essayer de comprendre quels sont les liens au sein du système tel qu'il existe, entre sa dimension capitaliste, sa dimension patriarcale, sa dimension coloniale ou néocoloniale. Et c'est vraiment la recherche de comprendre les liens entre les différentes formes de domination et en termes d'activisme, à essayer d'agir précisément là où tout ça se noue, qui va définir l'écoféminisme. On va écouter tout de suite Françoise Daubonne. Alors Françoise Daubonne, c'est celle qui a peut-être donné le nom à ce mouvement, si on peut parler de mouvement, à cette constellation écoféministe. Mais il y avait des écrits, on y reviendra, qui sont antérieurs à ce qu'elle a pu formaliser. Françoise Daubonne, c'est une sacrée nana, elle aussi. Donc elle est née en 1920, mais elle a surtout été activiste dans les années 60-70. Donc ça a été une personne qui a été au sein du MLF, qui s'est occupée d'écologie au sein du mouvement de libération des femmes, c'est elle, je crois, qui a posé une bombe à Fessenheim. Exactement. Voilà, mais c'est un dessin que je dis ça parce qu'il y a aussi des bombes dans votre livre. Voilà. Donc voilà, ça a été une activiste. Voilà, c'était quelqu'un, paraît-il, pour les gens qui l'ont connu, avec un caractère très très fort, très très difficilement supportable en société, mais avec des idées absolument géniales et qu'elle n'hésitait pas à dire sur un plateau de télévision.
télévision. On va l'écouter, elle était sur le plateau, je sais plus duquel, mais on entend que c'était dans les années 70, puisqu'on entend les hommes, c'était surtout les hommes fumer à côté d'elle, et on entend parfois quelques petits grincements, et on va écouter des extraits de son interview, et puis on écoutera après un hymne qu'elle a composé et chanté pour le phare, c'était le Front d'Action Révolutionnaire, puisque Françoise Daubonne, elle s'occupait d'écoféminisme. Le Front homosexuel d'Action Révolutionnaire. Voilà, homosexuel, pardon, c'est important, puisqu'il y avait un H entre... Et donc elle était membre de ce mouvement, qui était un mouvement pour non seulement la reconnaissance de la non-binarité et des homosexuels, mais aussi le fait de prendre en compte la possibilité aux gens qui ne vivaient pas dans la norme la plus répandue de transformer le monde, ce qui s'est un peu perdu. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance d'être la fille et la petite fille, car ma grand-mère aussi a son mot dans l'histoire à dire, de vieilles féministes, y compris ma mère qui était l'élève de Madame Curie et qui devait faire le coup de poing pour pouvoir s'asseoir sur les bancs de la faculté des sciences parce que les hommes essayaient d'empêcher les femmes d'entrer dans les facultés de peur que plus tard elles leur prennent leur situation. Il est question que de reprendre le pouvoir à ceux qui en ont fait ce que nous voyons, qui ont détruit la planète, qui ont fait de la démographie, de la procréation, ce fléau qui maintenant menace l'humanité elle-même. Je suis arrivé à l'idée que maintenant la famille est quelque chose de totalement dépassé et qui doit disparaître. Et que la place de la femme dans la société, là n'est pas le problème. Il ne s'agit pas de l'extension de son rôle. Il s'agit que maintenant la société mâle doit devenir la société où les femmes prendront le pouvoir pour le détruire immédiatement. Nous sommes contre la garde du pouvoir, y compris par nous-mêmes, parce que nous savons très bien que le pouvoir corrompt tous ceux qui s'en emparent. Ce point de vue n'est pas neuf d'ailleurs, c'est le vieux point de vue des anarchistes. Et au lieu de l'être asexué, dont ont peur ceux qui entendent parler de ce genre de choses, on aurait au contraire un être doublement sexué, donc on ne peut plus, puisqu'il y aurait, si vous voulez, toutes les qualités des deux sexes. Il n'y aurait plus l'homme viril, la femme gracieuse, etc., pour prendre très grossièrement des styles dépassés, mais que chaque être humain serait, mettons, viril et gracieux à la fois. Dans le monde sans prétention, on a mauvaise réputation, qu'on se démène ou qu'on reste quoi, tout le monde nous montre du doigt. On ne fait pourtant de tort à personne, si on est un gars et qu'on aime un homme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on met ailleurs que notre queue. Non, les braves, j'en aime pas que l'on met ailleurs que notre queue. Tout le monde se rue sur nous, mais notre patience est à bout. Qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose. Nous ne porterons plus le triangle rose. Au grand jour nous apparaissons et vive la révolution. Au grand jour nous apparaissons et vive la révolution. Couplet des filles, paraît que nous faisons pitié parce qu'en notre lit douillet, nous n'acceptons pas selon l'us de loger chez nous un phallus. Nous nous moquons bien cependant des hommes quand nous sommes deux à croquer la pomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on fasse fi de leur belle queue. Non, les braves, j'en aime pas que l'on fasse fi de leur belle queue. Tout le monde se rue sur nous, mais notre patience est tabou. Qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose. Nous ne porterons plus le triangle rose. Au grand jour nous apparaissons et vive la révolution. Au grand jour nous apparaissons et vive la révolution. Et voilà, Françoise Daubonne sur Cause Commune. Alors l'interview c'était dans Droit de réponse, effectivement. Et puis l'hymne du Fonds homosexuel d'Action Révolutionnaire. Voilà, c'est quelque chose qu'elle a aimé beaucoup chanter apparemment. Et puis écrire aussi, bien sûr. Alors ce qui m'a fait penser à elle, outre qu'elle est beaucoup citée dans votre livre, Jeanne Burger-Guttal, j'arrive jamais avec les noms propres toujours. C'est que vous aussi vous êtes passée à la fiction après avoir fait un livre théorique. Et
Françoise Daubonne, justement, elle faisait des romans d'anticipation assez jouissifs aussi et vengeurs, qui partaient un peu dans tous les sens, mais qui poussaient les concepts jusqu'au bout. La fiction lui permettait d'explorer et de voir aussi les impasses des choses. Elle a vraiment expérimenté plein de choses. Et puis ce qu'elle dit sur l'écoféminisme, alors on est vraiment dans les années 70 avec cette angoisse de la surpopulation qui travaillait beaucoup les écologistes et certaines féministes. Et puis, elle est vraiment dans le renversement d'un système patriarcal, pas pour que les femmes puissent grimper 1 ou 2 barreaux de l'échelle et surtout se conformer à la société telle qu'elle existe et reproduire des schémas qui sont eux-mêmes patriarcaux. Parce qu'il y a des femmes qui accèdent au pouvoir et reproduisent ces schémas-là. Le fait d'être une femme n'empêche pas... Voilà, donc le rapport au pouvoir aussi est très intéressant dans ce qu'elle dit là. Oui, alors c'est vrai que une des ambiguïtés ou difficultés ou points d'interrogation autour de l'écoféminisme actuellement, c'est que, alors sur cette question du pouvoir et du rapport au pouvoir, comme on l'a entendu là et comme Françoise Daubonne y insiste, mais il y a beaucoup d'écoféministes qui ont insisté là-dessus, le but n'est pas de prendre le pouvoir, c'est une angoisse qu'on entend beaucoup revenir actuellement, que les femmes voudraient renverser le rapport de pouvoir, prendre le pouvoir, et l'écoféminisme s'est inscrit toujours dans une tradition de pensée anarchiste. Donc avec un refus des rapports de pouvoir et le désir de remplacer les rapports de pouvoir par des rapports de partage, de solidarité, des rapports équitables, de dialogue, etc. Et ce qui est un peu intéressant à observer en ce moment, c'est de voir qu'il y a des partis politiques qui reprennent ce terme d'écoféminisme. Donc comment un mouvement qui est anarchiste par sa sensibilité initiale peut... être soluble avec dans le fonctionnement des institutions politiques, c'est une question qui se pose. En même temps, vu le traitement, c'est Sandrine Rousseau qui a parlé d'écoféminisme, vu le traitement qui lui a été fait, je pense que l'écoféminisme reste quelque chose qui est perçu comme révolutionnaire, parce que vu la levée de bouclier qu'elle a reçue quand elle a eu le malheur de prononcer ce mot, ou de dire simplement qu'elle se sentait humiliée par le fait qu'un homme accusé de viol puisse être ministre de l'Intérieur, on voit qu'il y a encore du chemin et que ce chemin n'est pas prêt de rentrer dans l'institution, en fait, en tout cas. Non, et c'est vrai que dans l'institution... moi j'enseigne dans un lycée public, donc en plein cœur de l'institution et de la façon dont elle se perpétue ou se transforme, dans l'éducation nationale. Et effectivement, on voit que malgré les discours omniprésents, au point que en fait les élèves ils sont saoulés autour de l'égalité homme-femme, le développement durable, blablabla, mais que c'est un pur vernis et que les évolutions réelles de l'institution vont pas du tout dans ce sens-là. Que c'est au contraire une numérisation de plus en plus accrue, une technicisation de plus en plus accrue, une invasion de l'école par une logique marchande, de mise en concurrence des élèves les uns avec les autres, avec la disparition du bac et le contrôle continu. Il y a vraiment cette invasion de la logique libérale où chaque élève doit presque devenir un petit auto-entrepreneur qui va réussir à se vendre le jour du grand oral. Ce qui avec fait son projet. Exactement. Ce qui fait que la mission de l'école, qui, il me semble, est d'instruire et d'éduquer, finalement passe complètement au second plan derrière des choses qui la parasitent. Donc c'est vrai que que même s'il y a à la fois un côté un peu à la mode, dans l'air du temps, dans l'écoféminisme, en réalité, c'est une résistance totale et une opposition totale à l'évolution à la marche du monde. Et c'est un mouvement qui donne l'impression de nager à contre-courant. Et d'ailleurs, vous parlez de l'école que vous connaissez bien. Il y a un personnage, alors j'ai oublié son prénom, Mehdi. bien sûr. Voilà, Mehdi, qui est enseignant en histoire et qui va finir, allez, je dévoile un tout petit peu, par, sous la pression de sa compagne, il a déjà les idées, mais il n'est pas encore
passer à l'action, c'est elle qui va l'y encourager vivement, par enseigner voilà, une autre forme d'histoire, l'histoire par ceux qui la font en plus grand nombre, c'est-à-dire l'histoire des gens qui ressemblent aux gamins qu'il a dans sa classe, et qui va essayer de trouver des femmes dans l'histoire, mais il y en a. Et tout ça, c'est un travail, c'est-à-dire qu'il faut que les profs eux-mêmes aillent à contre-courant des programmes. Il va aussi décider de ne plus noter ses élèves, de ne plus les comparer. Donc tout ça, enfin voilà, quand on est prof, on peut gravement changer. On a 30 gamins, enfin peut-être 50 à l'époque où vous parlez parce que les classes ont augmenté, mais voilà, on a un pouvoir voilà, sur une année, de faire évoluer des pratiques et d'imprimer quelque chose. Oui, alors dans le cadre, mais je pense que Mehdi, c'est un peu le personnage auquel je m'identifie le plus. C'est celui qui ouvre le livre, d'ailleurs, le chapitre premier, c'est Mehdi qui s'exprime. Alors lui, il enseigne donc l'histoire dans un collège. Et je me suis énormément inspirée dans sa posture un peu désabusée, mélancolique, de personne qui analyse beaucoup ce qui se passe. Voilà, je pense que ça ressemble assez à ce qui se passe souvent dans ma tête. Et après, je me suis inspirée beaucoup de ce que j'essaye de faire moi-même avec mes classes depuis que j'ai repris l'enseignement. En fait, pour l'écriture de mon premier livre, j'ai passé 2 années de disponibilité, donc 2 années sabbatiques, quoi, à écrire et à voyager, à aller en Inde, etc. Dans des yourtes, etc. Voilà, et à passer beaucoup de temps, effectivement, que dans des milieux très alternatifs, qui fonctionne pas du tout comme le système scolaire. Et à la fois, j'ai pas eu envie de rester dans ces bulles où il y a un peu un entre-soi, une sorte d'homogénéité sociale, idéologique qui voilà, moi je tiens beaucoup à la diversité, même si c'est très inconfortable, mais c'est ça qui me plaît, qui me donne l'impression de jouer un rôle dans le monde. Mais depuis que j'ai vécu toutes ces expériences et que je suis retournée enseigner au lycée, j'ai énormément changé mes manières de faire. Alors là aussi, avec toutes sortes d'aller-retour entre ce dont on peut rêver et ce qui est possible. Par exemple, alors je dis pas ça pour raconter mon histoire, mais parce que voilà, pour donner un exemple de ce qu'on peut faire quand on décide pas d'aller vivre dans une yourte, mais qu'on décide de rester au cœur du système. Au début, par exemple, à mon retour à l'école, par exemple, je voulais plus que mes élèves travaillent à 13h ou 14h parce que je trouve que c'est en décalage complet avec les rythmes biologiques et les rythmes du corps et ce qui fait notre inscription dans la nature. Mais évidemment, c'est pas possible. Je voulais plus du tout noter. Alors ça, j'ai arrêté pendant un moment, mais j'ai reçu des mails de parents d'élèves qui me disait Madame, nous comprenons votre réflexion sur l'absurdité et l'injustice des notes, mais la réalité étant ce qu'elle est, et Parcoursup, et le bac, et tatata, et tatata. Donc, à chaque fois, il y a des sortes d'aller-retour et de compromis à trouver en changeant les modalités d'évaluation, en changeant les modalités de travail, en tenant compte de la diversité des situations des élèves, en trouvant comment on met plus de collectif dans le travail, en montrant que le travail collectif, c'est aussi sérieux que le travail individuel, que le travail à l'oral ou l'implication dans un cours, c'est aussi important que le prétendu niveau scolaire, où à Marseille, c'est flagrant que c'est un reflet de la catégorie socio-professionnelle et de l'origine ethnique des parents, donc c'est vraiment gênant, quoi, quand on s'en aperçoit. Après, la difficulté, c'est que quand on cherche à faire ce qui peut paraître simplement, en fait, du bon sens et prendre au sérieux les idéaux républicains, c'est-à-dire, j'ai pas l'impression de faire un truc Enfin, même sans me dire que je fais un truc de gauchiste, je peux me dire, ok, moi on m'a dit liberté, égalité, fraternité, c'est ça ma mission, je suis fonctionnaire d'un État dont c'est la devise, donc qu'est-ce que je fais pour réellement favoriser de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, et non pas de la soumission, de l'inégalité et de la concurrence. Et à ce moment-là, on se rend compte que, malgré la devise de l'État pour lequel on est fonctionnaire, en fait, pour réellement appliquer ça, on est obligé de s'opposer en permanence, de résister en permanence. On n'est pas soutenu par l'institution. Et dans le livre, vous êtes même surveillé par l'institution, puisque il donne. Ce qui est drôle, c'est que Mehdi, au début du livre, il donne un sujet qu'il ne dit pas. Il montre un petit papier, c'est
qui écrit l'histoire. C'est ça, hein. Et donc voilà, et donc il est obligé, et puis on le voit mettre une sorte de casque, alors je comprends pas trop pourquoi, mais peut-être pour qu'on le reconnaisse pas. Il y a des caméras partout, oui, et alors les profs sont surveillés, et voilà. Comme les... Oui, voilà, là effectivement il y a une aggravation du contrôle des enseignants, mais de tout le monde en fait. Il y a des caméras de surveillance un peu partout, avec des... Aurore s'est amusée à les dessiner avec des espèces de yeux globuleux, très très moche, hein. N'est-ce pas? Mais oui, donc oui, pour faire juste ce qu'on estime être sa mission, il faut être en résistance, et dans le livre c'est un petit peu accentué, mais bon, c'est juste la transposition quelques années plus tard déjà des programmes très cadrés, d'un programme qui est très descendant, d'une managérialisation de l'enseignement, enfin bon, de beaucoup de choses qui sont inscrits, hein, dans les programmes. Et c'est vrai, je crois que justement la prospective, d'une certaine façon, en plaçant en 2030 l'intrigue, ça permet de mettre en évidence des tendances qui sont déjà là, en germe, ou déjà quand même qu'on commençait à pousser, et que tout le monde ne perçoit pas. Et là, on en voit clairement les conséquences. Exactement. On voit clairement les conséquences de la nourriture hyper industrialisée sur la santé, puisqu'à un moment, le bébé est malade, et les parents finiront par faire le lien avec les causes environnementales et alimentaires de cette maladie. Voilà, là, on est vraiment dans 2030, c'est dans 10 ans, même pas. On commence à voir dans nos corps les conséquences délétères du monde comme il va, de cette exploitation de la nature, de cette artificialisation des sols, du numérique à tout crin aussi, puisque là il est très justement rappelé dans le livre que la consommation mondiale, on a l'impression que quand on se déplace pas, on pollue pas parce qu'on brûle pas de gasoil, certes, mais les données, l'échange de données, les visios et tout ça coûte beaucoup. C'est des data centers qui détruisent des terres pour être construits. C'est beaucoup de consommation électrique pour les refroidir, etc. Exactement, et ça fait partie des secteurs qui sont le plus en expansion et qui, en termes environnementaux, sont présentés comme une solution, alors qu'en fait, c'est un problème, ou ça participe au problème. Donc voilà, l'idée, c'est vrai que c'était de forcer le trait, mais en même temps d'une façon qui permette au lecteur de comprendre qu'on n'est pas juste en train de créer un univers délirant et complètement déconnecté du réel, mais que juste on fait apparaître ce qu'il y a derrière les évolutions qu'on est déjà en train d'accepter. Il y a tout un côté aussi sur la biologie, je sais pas si on parle de transhumanisme, mais en tout cas voilà, les expérimentations, c'est-à-dire que vous poussez le trait, mais je sais même pas si c'est pousser le trait, puisqu'il y a à la fin, on va pas tout dévoiler, mais Pierre, qui est en voyage en Inde, arrive à avoir accès à un laboratoire de recherche qui vise tout simplement d'une manière tout à fait eugénique, à créer de nouveaux humains adaptés au monde pourri qu'on est en train de construire. Exactement. Voilà, je le dis clairement le plus cash possible, mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est pas, il y a pas du tout de symbiose entre l'homme et la nature. L'homme a détruit la biodiversité. Il est en train de créer de la nourriture artificielle et tout ça. Il va falloir adapter les corps. Des humains qui survivront à pouvoir ingérer tout ça et à pouvoir survivre dans un milieu hostile créé par l'homme, en fait. Oui, et alors pour écrire ce passage, mais beaucoup d'autres passages, en fait, il y a toute une phase de l'écriture du livre où je me suis beaucoup intéressée à des discours que j'avais pas tellement l'habitude de lire, d'écouter, etc. Par exemple, à un moment, je passais mon temps sur le compte Twitter de Florence Parly, la ministre des Armées. Je faisais des petits plaisirs où je lisais les lettres de Larry Fink, donc le PDG de BlackRock, à ses investisseurs. Il fait une sorte de lettre annuelle. Alors BlackRock, c'est un gros fonds d'investissement qui capte notamment l'argent qui est censé redistribuer aux retraités, hein, voilà. Oui. Où il y a un passage du discours de Macron à Davos que je cite dans le livre. Voilà, donc tout, en fait, je me suis intéressée à quels sont, dans le discours des puissants, pour utiliser un terme un peu vieillot, mais que j'aime bien, qu'est-ce qui... parce que là encore, en fait, je crois pas qu'il y ait des gentils et des méchants.
et ça m'intéresse plus de comprendre quel imaginaire et quels idéaux, parce que je pense qu'il y a aussi des idéaux derrière ces trucs qui peuvent paraître horribles, quelles valeurs sous-tendent et quelle vision de l'avenir aussi sous-tendent les décisions mises en œuvre par des grands dirigeants d'entreprises, de multinationales ou par des présidents d'État. Et en fait, c'est vraiment fascinant. Oui, excusez-moi, mais moi je pense que le mot avenir n'existe pas pour eux. J'ai l'impression que c'est du très court terme. Quand Florence parlait, moi aussi je me fais des petits plaisirs. Et je l'ai lu, félicité Dassault pour avoir vendu des avions de chasse à la Grèce un peu plus que prévu. Je l'ai vu se féliciter de ça au moment même où la Grèce brûlait sous les incendies et qu'ils n'avaient pas un Canadair. Je l'ai vu se féliciter d'accords de transfert de technologie avec l'Égypte. On a appris aujourd'hui, par une enquête d'un média indépendant, qu'il y avait un accord entre la France et l'Égypte qui avait coûté des millions de vies civiles dans ce pays. Donc voilà. Donc on a l'impression qu'on est dans le résultat, le petit plaisir d'avoir augmenté un chiffre, mais qui ne va pas plus loin, quoi. C'est Avenir qui cloche là-dedans. Eh ben, je crois qu'il y a à la fois effectivement, c'est sûr qu'il y a cette logique court-termiste, mais il y a aussi une vie. Par exemple, c'est très clair dans le discours de Macron à Davos ou dans le discours de Larry Fink à ses investisseurs. Mais bon, je vais prendre l'exemple de Macron à Davos. En fait, il a une sorte, en tout cas tel qu'il exprime pour ce public-là, il a une sorte de vision grandiose d'un avenir hyper technologique où il a, mais on sent qu'il y a une sorte d'exaltation de dire nous sommes au seuil de la 4e révolution industrielle, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle. Enfin, on sent qu'il y a un truc tripant dans son esprit de se représenter ce futur chromé, ultra robotisé, ultra technologique. Alors, il n'utilise pas le terme transhumanisme. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi cette image-là, qui évidemment est totalement illusoire, mais que c'est aussi cette illusion d'un super avenir possible qui justifie les mesures, qui justifie dans sa propre logique et à ses propres yeux les mesures mises en place. Parce que un bout de discours de Macron que je cite, alors si un élève me tient un raisonnement comme ça dans une copie, mais c'est vraiment zéro, quoi. Enfin, il explique que justement cette nouvelle phase de révolution technologique, biotechnologique, etc., qu'il faut y aller plus vite et plus fort, et c'est son grand truc, plus vite et plus fort. Et avant les autres. Voilà. Oui, être les premiers, être les numéros 1, tout ça. Après, il dit, quand même, il va y avoir des externalités négatives, ou je ne sais plus exactement le terme qu'il utilise, mais voilà, accroissement des inégalités. En termes de liberté démocratique, ça va poser des problèmes aussi. Les ressources, on ne sait pas trop comment on va faire. Mais on va trouver. Conclusion, il faut y aller plus vite et plus fort. C'est QFD. Donc un truc qui n'a même aucune logique, mais où on voit que c'est ce raisonnement tordu, fondé quand même sur l'illusion d'un avenir grandiose, mais qui correspond pas du tout à l'avenir que se représentent les Resisters. Il y a l'idée en fait aussi il me semble, de la question des limites et de est-ce qu'on fait complètement abstraction, est-ce qu'on est dans une forme de ce que Simone Weil, la philosophe, appelle l'illimitisme, et donc la volonté en permanence de dépasser les limites de la condition humaine et de dépasser les limites de la terre, des ressources, de notre propre vie incarnée de mammifères, ou est-ce que au contraire, et c'est ça le pari, c'est ça un des points vraiment révolutionnaires de l'écologie, au sens de changer complètement la manière de penser, est-ce qu'on essaye de poser ses limites, voire de trouver comment on les célèbre? Ça me fait penser à une citation de Francis Ponge que j'avais prévue en ouverture de cette émission et que je n'ai pas dite, mais ça va être pour maintenant. Il suffit d'abaisser notre prétention à dominer la nature et d'élever notre prétention à en faire physiquement partie pour que la réconciliation ait lieu. C'est pas mal, hein? Très beau. Voilà. Et justement, dans votre livre, là, vous parliez du discours de Macron, de ces discours très scientistes, très dans le progrès. Et vous donnez voix à ce discours, donc quand vous mettez en scène une sorte de parlement de la nature, des animaux,
et de l'humain qui fait partie de la nature. Et l'humain, il parle de cette appétence pour le progrès, pour le dépassement, etc. Et vous ne jetez pas ça totalement à la poubelle, avec toute la bienveillance qui court dans tout ce livre, puisque personne ne s'insulte, personne ne se tue, et on essaye d'écouter, de comprendre, de se mettre à la place de l'autre. Voilà, l'humain est entendu aussi dans ce désir de dépassement, de maîtrise. Enfin, il n'est pas forcément approuvé, mais il est entendu. Et on peut entendre aussi que ça fait partie, voilà, d'une forme de on ne veut pas dire de nature, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, de composante de la culture humaine, en fait. Bah, alors, justement, dans le discours de l'humain, à ce moment-là, il dit « c'est dans ma nature, enfin dans ma culture », parce qu'il se rend compte qu'il représente plutôt l'humanité occidentale moderne. Voilà. Et qu'il y a... c'est toute une vigilance qu'il y a à avoir autour du concept d'anthropocène, par exemple, qui fait croire que c'est anthropos, donc l'humain en général, qui serait responsable des changements climatiques, géologiques de la planète. Vous opposez occidentocène, plusieurs termes qui pourraient mieux représenter... Exactement, capitalocène, plantationocène, alors c'est des termes un peu... complexe, mais que je reprends à d'autres penseurs. Donc c'est un humain qui est situé dans une certaine culture, une certaine société, une certaine époque. Et en même temps, c'est vrai que je trouve que c'est une question... Enfin, je crois que même à travers la fiction, je garde une approche de philosophe, c'est-à-dire que moi, ça m'intéresse beaucoup plus de comprendre que de juger. Et comprendre, ça veut pas dire être d'accord avec tout le monde ou trouver des excuses à tout le monde. Non, mais Manuel Valls n'a rien à faire dans cette émission. Mais d'essayer... Donc voilà, dans l'humain aussi, en fait, je trouve que c'est... Si on se contente de constater ou de s'indigner de ce qui va pas, il me semble qu'en fait on se prive de la possibilité de trouver des solutions. Parce que, alors je donne un exemple concret. Souvent on me demande, oui alors vos élèves, donc mes élèves c'est des lycéens, ils ont 17-18 ans, et la jeune génération a la réputation d'être super écolo, les marches pour le climat, tout ça. Et donc souvent on me dit, mais alors vos élèves, est-ce qu'ils sont super écolo et tout? Et en fait moi ce que je constate, c'est que à la fois... en théorie, dans le discours, ils ont été sensibilisés depuis longtemps à ces questions, et que à la fois, quand ils comprennent que ça veut dire peut-être réduire leur niveau de consommation, pas s'acheter toutes les fringues fast fashion dont ils ont envie, peut-être leur smartphone, faut qu'ils réfléchissent à son usage, voir est-ce que c'est nécessaire d'avoir un... Moi j'ai un vieux téléphone, ils arrêtent pas de se moquer de moi, mais c'est un acte pédagogique pour leur montrer que c'est possible. Donc tout ce que je veux dire à travers ça, c'est que on voit que dans ce qui fait qu'on reproduit des comportements de consommation ou d'utilisation de technologie ou d'habitudes qui sont délétères en termes environnementaux, c'est pas que on est méchant et qu'on veut niquer la planète, évidemment pas. C'est qu'on est influençable. Il y a le fait qu'on est influençable, il y a aussi le fait que ça répond... Par exemple, le smartphone, ça répond à un désir de lien, à l'impression que grâce à ce petit... C'est un super doudou. Avec le doudou, l'objet transitionnel, on est en contact avec sa maman, où qu'on soit. Avec le smartphone, on est en contact avec tous ses potes, tout le monde, même des gens à l'autre bout du monde, où qu'on soit. Donc, ça répond à un désir profond, humain, qui est un désir de lien, de connexion. Et je crois que c'est important d'essayer de comprendre les raisons de nos comportements pour voir peut-être si justement ces besoins-là, qui sont pas qu'on est des horribles destructeurs de la planète, mais que ces besoins, comment on pourrait les combler autrement, d'une façon qui soit plus joyeuse, plus respectueuse de l'environnement, plus sobre. Et voilà, donc là il y a l'idée de toucher cette compréhension peut-être. On va écouter un extrait de quelque chose qui traverse un petit peu votre livre. On va écouter Earthcycle Trans de Starhawk. Et vous nous direz après qui est Starhawk avec les quelques minutes qui nous restent, parce qu'elle est très importante, cette femme, et sa pensée dans votre livre. So take a deep breath, breathing in and breathing out. In and out. And as you breathe in and breathe out, I'd like you to imagine for a moment
that you were a leaf on the edge of a twig, on a branch, up on a tall tree, dancing in the summer sunlight with the breeze. As you breathe in, you can feel that breeze blowing. As you breathe out, you can feel that sun shining and feel how you, as that little leaf, take in the sunlight and how that sunlight makes alchemy with air and water, transforming it into food, sweet sugar that feeds you and feeds the tree. Take a breath as you breathe in and out. Let yourself feel how in your human body each breath is a gift of the trees and the green things and that alchemical process that turns sunlight into food and gives off the oxygen that we breathe in. As you breathe out, let yourself feel how each breath out is a gift that you give back to the green things, that you contribute to that alchemical process, lending your breath to be taken apart and put back together and make sweet sugar. As you take a breath, breathing in and out, human to leaf, leaf to human. Let yourself feel how this process goes on all through the long days of summer. And give yourself over to being that leaf, to dancing in the sunlight, to swaying in the breeze, to changing sunlight to pure energy, air and water to sweet food, that sweet food to the bodies of trees and animals. She changes everything she touches, and everything she touches changes. She changes everything she touches, and everything she touches changes. Changes, touches, touches, changes. Changes, touches, touches. Bon, alors tout est de la faute de Jeanne Burger-Goutal. C'est de votre faute, Jeanne, si on écoutait ça maintenant. Dites-nous ce que c'était. Donc c'était la voix de Starhawk, qui est une sorcière néo-païenne écoféministe californienne. Pas mal. Ça déjà. fait beaucoup pour une seule Mais femme. alors, dans Rosister, votre livre, elle est citée beaucoup. Hein. Oui. Donc Starhawk, c'est une des figures de proue de l'écoféminisme et c'est l'une des écoféministes dont il y a le plus d'ouvrages accessibles en français et qui représente une forme d'écoféminisme qui est un peu difficile à appréhender depuis la France et qui est en même temps super intéressante justement parce que ça brouille un peu ses frontières. C'est-à-dire qu'elle mélange la spiritualité et l'activisme politique, la réinvention de sortes de célébration des rythmes naturels avec des actions de blocage des grands sommets genre G20, etc. Et c'est une figure qui est importante là aussi un peu pour... Bon, il y a d'autres figures qui décolonisent nos imaginaires de ce que c'est que la politique, par exemple Vandana Shiva avec son approche venue d'Inde, mais je crois que c'est quelque chose d'intéressant dans le mouvement écoféministe et aussi qui fait qu'il est si mal compris, c'est qu'il ne peut pas rentrer dans les cases habituelles de la politique et des débats politiques à la française, du genre progressisme ou conservatisme, des choses qui sont pensées un peu dans un logiciel de pensée très hérité de la philosophie des Lumières. Elle, avec son bagage états-unien et voilà, son tambour chamanique, ses formations à des rituels et en même temps des aides très concrètes. C'est aussi une artiste, elle a aussi une pratique concrète de manuel aussi, hein. C'est aussi une artiste, non ?
Artiste, non. En fait, elle est psychothérapeute. Elle fait aussi des formations à la permaculture et à ce qu'elle appelle, alors à la fois la permaculture vraiment agricole, quoi, et c'est associé avec la permaculture sociale, donc la création de groupes et de collectifs qui fonctionnent selon les principes de la permaculture, où chaque plante a son rôle à jouer dans sa diversité, donc chaque personne de la même façon, sans qu'il y ait de hiérarchie ou de sorte de monoculture sociale qui soit imposée. Et elle a aussi donc ce côté, il y a à la fois ce côté sorcière, magie, qui est un peu étrange et en même temps qui contribue, je crois, au succès du mouvement, notamment auprès des jeunes filles, et à la fois donc des actions très concrètes. Par exemple, dans l'anthologie Reclaim de textes écoféminisme qui a été édité par Émilie H, il y a un texte du blog de Starhawk où elle raconte comment, avec son groupe d'activistes, ils sont allés aider les gens juste après l'ouragan Katrina, apporter de la bouffe, des fringues, aider à reconstruire des maisons. Donc il y a vraiment l'idée de ne pas séparer la terre et le ciel ou la spiritualité et la politique, mais de voir comment tout ça peut faire un tout pour nous donner la force d'avoir foi en un avenir possible. C'est une question de survie, et lire ce livre est une question de survie. C'est pas que je vais vous chasser, mais je sais qu'on est en direct et que vous avez d'autres obligations. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs de Cause Commune à se brancher sur France Inter dans une petite demi-heure pour vous retrouver. On dit un peu plus d'ailleurs. Mais bon, voilà, très peu de temps, hein. Après ça, vous revenez chez nous. Mais donc voilà, il faut lire Re-Sister de Jeanne Burger-Goutal et d'Aurore Chapon, parce que c'est un livre qui ouvre plein de pistes, où il est question de beaucoup plus de choses que ce qu'on a pu évoquer ensemble ce midi. Il est question voilà, aussi de pression sexuelle, il est question de relations dans le couple, d'égalité, de prénoms non genrés, d'échapper à des stéréotypes. Il est question voilà, d'un féminisme qui ne soit pas un féminisme juste de femmes blanches, cadres, qui délèguent l'éducation de leurs enfants et le ménage de leur maison à des femmes racisées, qui, elles, sont exploitées et qui payent le prix d'un féminisme qui est d'émancipation de femmes blanches. Il est question de plein de choses. Et puis, voilà, c'est un petit peu magique. Il est question d'inventer autre chose. Voilà, c'est à travers la fiction, je suppose qu'il y a aussi des endroits comme Re-Sister. Hein. Il y a des endroits comme ça existe, il faut les chercher. Oui, c'est inspiré d'endroits où j'ai passé pas mal de temps, que je garde secret. Voilà. Mais... Donc, voilà, si vous lisez le livre, vous aurez peut-être un petit passeport. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup d'être venue, Jeanne, ce matin. Et puis, bon succès à ce livre qui, en plus d'être intéressant, est très beau. Merci beaucoup. Je dirais à Aurore, c'est vrai qu'elle a fait un travail magnifique. Voilà, mais vous aussi, parce qu'il y a en creux, il y a toute l'histoire. Enfin, pas qu'en creux d'ailleurs. Hein. Si on veut s'intéresser, il y a plein de petits chapitres, tout est expliqué. Il y a des schémas, il y a des chiffres, il y a des données. Enfin voilà, c'est pas juste une histoire. Hein. Il y a beaucoup de contenu à l'intérieur et toutes les références sont très joliment et gentiment expliquées. Voilà, vous nous prenez par la main. Merci. J'aime tes meubles de terre, agriculteurs illégaux.
Amis confinés, bonjour. Ici le Caribou Volant en direct du confinement. Ouais. Nous allons vous présenter notre dernière chanson intitulée Petit virus. Je sais pas s'il y a un vaccin d'ailleurs. C'est le virus du capital, nous fera-t-il capituler? L'oisiveté nous fait flipper, mais on n'est pas à l'hôpital. On a trop tiré sur la corde, jusqu'à se la passer au cou. Le contre-coup nous désaccorde, cette pandémie nous rendra fous. Notre porte-monnaie est à l'arrêt, mais la planète se porte bien mieux. Le pape François se fait discret, on dit qu'il a rencontré Dieu. Piteux animaux politiques, à l'aube de la vraie décroissance. Ah, elle est dure l'autocritique, pour les beaux-arts de la finance. Le monde est sans dessus dessous, il a fièvre, pense à sa faim. Affamé, il est prêt à tout, même à dévorer son prochain. Pour un paquet de spaghettis, certains sont capables d'en découdre. C'est vrai que ça soutient l'Italie, les Amerlocs préfèrent la poudre. Petit virus, tu nous soumets, aucun régime totalitaire n'a réussi ce que tu fais, mettre en panique toute la terre. Allez tout le monde, petit virus, tu nous soumets, aucun régime totalitaire n'a réussi ce que tu fais, mettre sous cloche la terre entière. C'est le virus du capital, nous fera-t-il capituler quand tout le monde fuit la capitale pour se ruer sur l'île de Ré? Le président dit c'est la guerre, pourtant on n'est pas en Syrie. Tous ces migrants à nos frontières, ils pourraient se confiner aussi. Ouais, quand même, hein. Ça va. Et si l'humour peut nous sauver, j'ai perdu le sens de l'amour. Pour moi l'ennemi de l'humanité, c'est l'homme qui joue de mauvais tours. Cette mondialisation fait mal, révèle nos inégalités. Quand tout le monde fuit les capitales, on sent venir le krach boursier. Si on partageait nos richesses, ce serait peut-être une vraie transition. Il serait bon que l'on progresse, car le monde ne tourne pas rond. Ne plus gazer les écolos, ni tabasser les retraités. Donner à tout le monde du grain bio, pas seulement aux privilégiés. Refrain, tout le monde ensemble. Seconde partie de Liberté sur Parole. Dans cette deuxième partie d'émission, on va parler liberté d'expression, notre thème central de cette émission. Et cette liberté d'expression qui est gravement menacée est sorti il y a quelques jours un manifeste pour le droit des associations de choisir librement les causes qu'elles défendent. C'est une quarantaine, je crois, d'associations qui signent cet appel, qui s'insurgent contre le fait que des associations sont dissoutes par le gouvernement au motif que dénoncer une injustice serait justifier rétrospectivement ou se rendre complice par avance des actes violents, voire des actes de terrorisme ou d'autres ont commis ou commettront peut-être un jour en évoquant cette même injustice. Voilà, donc on est dans la dissolution préventive, on est dans le non-droit de défendre la justice. Ça touche plein de domaines puisqu'il y a plein d'associations qui sont signataires. Il y a la Ligue des droits de l'homme, par exemple. Ligue des droits de l'homme dont on sait qu'elle a sorti beaucoup de rapports, notamment sur les violences policières, qu'il y a des observatoires de la Ligue des droits de l'homme qui sont présents dans les manifestations dans l'espace public et qui observent le comportement de ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Ils ont dénoncé certaines pratiques comme illégales, comme le nassage des manifestants, par exemple. Eh bien, la LDH se sent menacée par ces dissolutions qui se multiplient. On pense bien sûr à des associations antiracistes. On se rappelle de l'accusation de séparatisme, de ce mot de wokisme qui n'existe pas mais qui vient d'être inventé pour dénoncer le fait que des gens s'éveillent aux discriminations et les combattent. Autre association qui est à l'initiative donc de cet appel
appel, c'est le GISTI, qui dénonce les politiques migratoires de la France qui conduisent à des violations des droits humains. On peut penser à ce qui se passe actuellement à Calais ou aux frontières de l'Europe, aux frontières de la Pologne notamment, où les gens sont en train de mourir dans des forêts, tout simplement parce qu'on a fait d'hommes qui ont besoin de fuir leur pays des armes et que c'est accepté comme tel. Et c'est également le cas, signataire de cette pétition, de gens qui défendent les droits des Palestiniens. Et pour nous parler de ce cas précis, mais qui recouvre un petit peu le même état d'esprit, puisque la plateforme ONG Palestine est signataire de cet appel, de ce manifeste. Et Pierre Motin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de plaidoyer à la plateforme ONG Palestine, et vous êtes non seulement signataire de cet appel qui dénonce cette grave atteinte à la liberté d'association, d'expression, mais vous avez publié aussi le 12 octobre dernier un rapport qui s'intitule « Attaque, diffamation, décryptage des stratégies de délégitimation de la défense des Palestiniens ». Alors vous allez nous détailler un petit peu ce rapport, nous dire aussi peut-être pourquoi vous avez décidé de signer cet appel pour mettre en lumière en fait les graves atteintes à la liberté d'expression et aux libertés aussi de défendre la justice qui se profile dans notre pays de moins en moins démocratique, dites-moi. Oui, donc nous avons publié ce rapport qui fait un état des lieux des attaques subies par les associations qui défendent les droits des Palestiniens en Europe, aux États-Unis notamment, et donc notamment en France. Ce que nous on voit, c'est depuis une quinzaine d'années environ une multiplication des obstacles sur la route de ceux qui essaient de défendre les droits des Palestiniens en France. Ça prend différentes formes, notamment la forme d'accusation d'appel à la haine, d'accusation d'antisémitisme, d'accusation de soutien au terrorisme. C'est donc... j'en ai d'autres. Il y a aussi importer le conflit en France. Tout à fait, importer le conflit en France. Et concrètement, donc, ça veut dire des pressions très importantes au quotidien sur nos associations, des poursuites judiciaires, des pressions sur les bailleurs de fonds des associations et des ONG donc, qui font partie de notre plateforme, l'annulation ou la modification d'événements de soutien à la Palestine. Donc voilà, c'est toute on a essayé de faire un décryptage des modes opératoires du gouvernement israélien et de ses soutiens, notamment en France, pour diffamer, délégitimer le travail de solidarité avec la Palestine. Avec le peuple palestinien qui est quand même victime d'une injustice et qui est victime aussi du non-respect du droit international. C'est-à-dire qu'en fait, le droit est de votre côté quand même. Absolument. Toutes les associations qui font partie de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine se basent uniquement sur le respect du droit international dans le cadre de leur action de soutien à la Palestine. On dénonce les violations des droits humains qui touchent les Palestiniens. C'est quelque chose qui est assez nouveau, en effet. Il y a une dizaine d'années, par exemple, on passait pas autant de temps à devoir se défendre face à des attaques. Par exemple, durant la dernière crise qu'il y a eu donc au printemps dernier, on a vu pour la première fois des manifestations interdites en France, avec cette raison donc invoquée de trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, importation du conflit. On a eu aussi pour la première fois le président d'un de nos membres, donc l'association France-Palestine Solidarité, qui a été interpellé et placé en garde à vue. Tout à fait, en sortant d'une réunion au ministère des Affaires étrangères. Voilà, cette même personne qui était dans cette manifestation interdite, où en tant que journaliste j'ai essayé d'aller aussi, il nous a été interdit de l'interviewer. Il nous était interdit de sortir un micro lors de cette manifestation. Donc là, les pressions sur les journalistes aussi. Il n'était pas question de donner la parole, de pouvoir se poser 30 secondes dans la manifestation pour sortir un micro et poser des questions. Genre, ça, c'était un droit fondamental qui était bafoué aussi lors de cette dernière manifestation, je crois. Tout à fait. Et ça touche aussi d'ailleurs les journalistes correspondants, les journalistes notamment français, correspondants en Palestine et en Israël. Désormais, il y a des organisations en France qui
ont pour unique objectif de harceler les journalistes quand ils font un article qui parle des violations des droits de l'homme que subissent les Palestiniens. C'est quelque chose d'assez nouveau, en fait. Quand je disais le droit est de votre côté, c'est aussi le droit international. Il y a des résolutions de l'ONU qui ne sont pas respectées par l'État d'Israël, en l'occurrence, et donc du coup il y a une colonisation illégale. Ça n'empêche pas le président de cet État d'être reçu dans le monde entier, mais par contre, ceux qui dénoncent ça sont empêchés de parler. On est quand même dans quelque chose qui est non seulement grave, mais un petit peu kafkaïen. Oui, tout à fait, c'est absolument kafkaïen. Le seul fait, par exemple, pour des ONG internationales de travailler en Palestine, c'est vraiment extrêmement compliqué. Les ONG humanitaires qui font du soutien on va dire assez concret et matériel aux Palestiniens sur le terrain en Palestine occupée, par exemple, n'ont pas moyen ou peuvent difficilement dénoncer ce qu'elles voient sous peine d'être évacuées du pays. Les grandes ONG internationales de défense des droits de l'homme, par exemple Human Rights Watch, le chercheur de Human Rights Watch en Palestine, a été aussi expulsé d'Israël et de Palestine. Pour Amnesty International, c'est très compliqué d'avoir des enquêteurs sur le terrain. Et donc voilà, on a donc ces obstacles pour donc les ONG internationales, les associations qui défendent les Palestiniens en France, et désormais aussi on a une sorte de culmination des attaques vécues directement par les Palestiniens, avec fin octobre l'interdiction de 6 grandes ONG palestiniennes qui ont été classées comme organisations terroristes. Et c'est ce qui arrive dans un contexte où la Cour pénale internationale a lancé début 2021 une enquête pour donc crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment à l'encontre d'Israël. Et ces ONG palestiniennes étaient celles qui étaient les plus à même de documenter les crimes réalisés sur place. Dans ce contexte, il y a aussi l'expulsion de Salah Hamouri, qui est un avocat franco-palestinien qui a passé beaucoup d'années, malheureusement pour lui, en prison, accusé à tort donc, de terrorisme. Et apparemment, sa présence n'est plus souhaitée en Israël. Tout à fait. Enfin, en Palestine, pardon, en Cisjordanie. Oui, à Jérusalem-Est, en l'occurrence. Oui, parce donc, que voilà, lui et sa compagne et sa femme considèrent que c'est un acte militant en tant que Français, que franco-palestinien, de vivre là-bas. Et ça n'est pas possible. Oui, il a reçu fin octobre son ordre d'expulsion. Et quelques jours après, c'est pour notamment une ONG, enfin l'ONG pour laquelle il travaille, Ad-Damir, elle fait partie donc des 6 ONG qui ont été déclarées organisations terroristes par Israël pour leur proximité supposée avec un parti politique classé comme organisation terroriste, qui est le Front populaire pour la libération de la Palestine. Et donc, en l'occurrence, il y a l'importation en France de ces méthodes de discréditation et d'attaque contre et d'empêchement des associations et des organisations. Tout à fait. En fait, on peut voir ça comme le glissement du modèle de démocratie libérale jusqu'en France. Vous voyez, les démocraties libérales, ce sont des démocraties où il y a encore des élections, où les partis peuvent se présenter librement, mais par contre, les libertés fondamentales ne sont plus respectées. Israël a été un modèle en termes de démocratie libérale, et ça explique d'ailleurs sa proximité avec des pays comme la Hongrie actuellement. Et on voit ce qui nous semblait totalement impossible, donc des attaques directes contre des associations, des ONG, maintenant semblent tout à fait acceptées dans le paysage politique français. Alors pour nous, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des soutiens. Alors, j'aime bien toujours dans les émissions qu'il y a un petit espoir. On a vu beaucoup d'ONG qui, ne pouvant plus agir par elles-mêmes, faire les observations, équiper
de caméras, notamment de téléphones portables, des Palestiniens, des citoyens palestiniens, qui pouvaient eux-mêmes documenter leurs expulsions, les attaques, le harcèlement par l'armée, etc. Est-ce que ça, c'est toujours possible? Parce que c'est quelque chose qui, à un moment, a très bien fonctionné et a pu même inspirer en France la dénonciation de violences policières avec ce réflexe qu'ont les gens maintenant de filmer quand ils voient quelque chose qui leur paraît injuste. Tout à fait, c'est un des programmes majeurs de l'ONG israélienne de défense des droits de l'homme B'Tselem, qui a équipé donc des citoyens palestiniens dans beaucoup d'endroits où donc on sait qu'il y a des risques d'attaque, de raids de colons, de l'armée, etc. Donc ils les ont équipés en caméra, en téléphone portable, ils leur ont donné des consignes, voilà, pour savoir comment documenter au mieux des violations des droits humains. Et c'est quelque chose qui marche en effet. C'est quelque chose qui date d'avant la démocratisation du téléphone portable. Oui. Donc voilà, c'était encore des petits caméscopes. Désormais, c'est vrai qu'il y a le réflexe pour tous, et c'est une bonne chose de filmer quand il y a une exaction. Il y a une dizaine d'années, quand on allait en Palestine, on voyait, en Palestine occupée, on voyait les colons sortir des caméscopes pour sans arrêt filmer les ONG qui se rendaient sur place. Désormais, on voit aussi les Palestiniens qui réagissent en prenant eux-mêmes des images. Oui, et ces images sont ensuite diffusées sur des réseaux sociaux qui permettent leur médiatisation au plus grand nombre, parce que l'accès aux médias, je ne sais pas si vous en parlez, j'avoue, je l'ai pas encore parcouru votre rapport, mais l'accès aux médias de la parole de défense des Palestiniens est aussi très très limité, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui semble de plus en plus complexe, en effet. On ne peut pas dire que c'est impossible d'avoir une expression dans les médias français, mais il y a toujours cette idée qu'il faut que la présentation soit équilibrée entre Israéliens et Palestiniens. Or, la situation sur le terrain n'est pas du tout équilibrée. On a affaire à une puissance occupante qui viole au quotidien les droits de la population occupée. Les journalistes sur place le savent généralement, parce qu'ils le vivent au quotidien, notamment les correspondants à Ramallah et à Jérusalem dans une certaine mesure, mais les rédactions à Paris notamment ne comprennent difficilement cette chose. Voilà, il faut qu'il y ait les deux camps. Tout à fait. Voilà. Alors que c'est pas deux camps, il y a une injustice qui est dénoncée. Tout à fait. Et puis il y a un camp qui est quand même présent insidieusement un petit peu partout, tout le temps. Oui, tout à fait. Nous, on a essayé de un peu cartographier les acteurs de la délégitimation en France. Alors peut-être vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette carte. Tout à fait. Donc en gros, pour aller de tout en haut, ça commence au niveau du gouvernement israélien, qui, un peu avant 2010, a créé le ministère des Affaires stratégiques, qui était donc un ministère qui avait pour objectif de lutter contre le BDS, donc la campagne de boycott des investissements en sanctions, qui est une campagne non violente, donc qui vise à protester contre l'occupation via donc, du boycott, du investissement, des sanctions. Ensuite, on a une campagne qui a été reconnue par l'Union européenne. Tout à fait, qui a été reconnue la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que en 2020, si mes souvenirs sont bons, que le boycott d'Israël était tout à fait légal, du moment bien sûr qu'il n'était pas accompagné d'appel à la haine qui se faisait dans le cadre de dénonciation des violations du droit international. Donc, il y a donc le gouvernement israélien directement. Ensuite, il y a des organisations qui se présentent comme des ONG, qui en fait sont des organisations totalement affiliées au gouvernement israélien. Il y a notamment NGO Monitor, donc observateur des ONG, qui en fait, si on va sur leur site, on se rend compte que leur seul rôle, c'est de faire de la désinformation sur les activités des ONG qui travaillent sur la Palestine ou directement en Palestine. Vous avez des exemples de désinformation ? Oui, par exemple, une ONG va dire que par exemple, NGO Monitor va dire que la plateforme Palestine soutient le boycott, alors que en l'occurrence c'est pas une de nos positions.
Ils vont aussi essayer d'aller voir tous les échanges pour faire de la culpabilité par association. Ils vont aller voir tout... Oui, voilà, c'est une sorte de harcèlement, de surveillance. Tout à fait. En fait. C'est une sorte de surveillance, tout à fait. C'est même pas de la surveillance, parce que ça serait finalement louable d'avoir quelqu'un qui surveille, mais c'est de la distorsion de faits. Là, par exemple, dans le cadre de l'interdiction des 6 ONG palestiniennes, ils ont sorti tout un dossier qui tente de montrer que ces ONG sont liées au Front populaire de libération de la Palestine. Or, les médias qui ont eu accès au dossier du Shin Bet, donc le renseignement intérieur israélien, sur ces liens supposés entre le Front populaire de libération de la Palestine et ces 6 ONG, montrent qu'en fait, le dossier est totalement vide. C'est basé sur des témoignages de gens qui travaillaient dans d'autres ONG. Quand on regarde le dossier judiciaire de ces personnes, le FPLP n'est même pas mentionné. Donc voilà, mais NGO Monitor va essayer de montrer ça comme un travail factuel, parfois en citant des articles de presse qui la citent directement pour s'auto-citer et s'auto-justifier, c'est malin. Donc voilà. Et donc il y a cette organisation. Il y a cette organisation, et puis en France, il y a le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui lui-même est une sorte de plateformes aussi de différentes associations et qui ne représentent pas tous les juifs de France, loin de là. Heureusement. Voilà. Et qui au quotidien va aussi participer à ce travail de délégitimation. Du CRIF, on connaît surtout le dîner du CRIF auquel vont des hommes politiques très puissants. Tout à fait. Et c'est une arme de lobbying extrêmement puissante de la part du CRIF. En 2019, par exemple, il y avait le prix de la République française pour les droits de l'homme qui a été décerné à 2 ONG, une ONG palestinienne, Al-Haq, et une ONG israélienne, B'Tselem, donc deux grandes ONG de défense des droits de l'homme. Le CRIF a instamment demandé à Nicole Belloubet, parce que le prix est donné sous la férule du garde des Sceaux, de ne pas assister à la remise du prix, et elle a accepté. Et donc c'est un collaborateur de Nicole Belloubet qui a redonné le prix, alors que traditionnellement c'était toujours le garde des Sceaux ou la garde des Sceaux qui donnait le prix de la République française pour les droits de l'homme. Et on a énormément d'exemples comme ça de pression de la part notamment du CRIF pour délégitimer les ONG palestiniennes. Alors question un peu naïve, quel est l'intérêt des hommes politiques français, quel est l'intérêt de la France de se plier à ce genre d'injonction? Alors, il y a un certain clientélisme ou une perception que non, en fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, de la part de certains hommes politiques, ils vont considérer que ça va leur permettre d'avoir le vote de la communauté juive. C'est un calcul bête et méchant, qui en plus n'est même pas prouvé. Mais c'est vrai qu'il y a cette forme de communautarisme, et qui est aussi sur une pression des personnes de confession juive plus ou moins pratiquants et plus ou moins lointains, où il y a cette injonction à ne pas pouvoir défendre les Palestiniens, même si dans la logique de toute personne qui défend la justice, et il y en a pas mal chez les juifs aussi, c'est la politique israélienne totalement absurde et délétère, mais il y a une autocensure parce qu'il y a une pression communautaire, on le sent bien. Et voilà, c'est tout à fait. Et il y a aussi comme vous le disiez, cette pression et cette autocensure qui fait que beaucoup d'hommes politiques qu'on rencontre, nous-mêmes, régulièrement nous disent que c'est trop compliqué. Le coût est trop important, en fait, en s'engageant pour la Palestine. Ils vont avoir rapidement beaucoup d'appels téléphoniques, de mails, de personnes qui vont leur dire que c'est scandaleux de soutenir les Palestiniens qui ne sont même pas un peuple, etc. Par rapport à d'autres causes internationales, le coût est trop important par rapport aux gains qu'ils considèrent pouvoir avoir en soutenant le droit international et le respect des droits internationaux pour les Palestiniens.
Ouais, c'est un peu cynique. Oui, tout à fait. C'est tout à fait cynique. Et d'ailleurs, c'est malheureusement ce qu'on voit avec beaucoup de médias. Quand on parle avec beaucoup de journalistes, ils nous disent voilà, si j'écris un article très critique à propos d'Israël, il faut que je fasse le service après-vente, il faut que je le défende après auprès de ma rédaction, parce qu'on va recevoir beaucoup de courriers de personnes qui vont dire qu'elles vont se désabonner, etc. D'accord. Mais j'ai une question encore plus naïve. Mais on n'a pas entendu parler dans l'affaire Pegasus d'écoute de journalistes qui se seraient occupés de la Palestine, alors que quand même, c'est un logiciel maison, ils auraient pu s'en servir. On n'a pas entendu en effet parler d'écoute de journalistes qui travaillent sur la Palestine. Par contre, on a début novembre, il y a eu la révélation que plusieurs ONG palestiniennes, donc ces 6 ONG qualifiées comme organisations terroristes, ont été ciblées par le logiciel Pegasus, et notamment le téléphone portable de Salah Hamouri. Ah oui. Voilà. Donc, ça pose un problème tout de même, parce qu'il est régulièrement en contact avec le ministère des Affaires étrangères, l'Élysée, mais de toute façon, voilà, on sait très bien que... Mais l'Élysée, apparemment, ça les dérange. Voilà, tout à fait. Là, dans l'interview que Jean-Yves Le Drian a donnée il y a quelques jours au Monde, par rapport aux questions qui étaient posées sur Pegasus, la réponse, aussi bien par rapport à Israël qu'au Maroc, c'était qu'il y avait des discussions confidentielles qui étaient menées de manière très professionnelle. Donc voilà, surtout ne pas faire de bruit, et discuter de manière confidentielle, ne pas porter les choses sur la place publique, c'est souvent la réponse qu'on a quand on va voir le gouvernement français et qu'on parle des problèmes des Palestiniens. On nous dit vous inquiétez pas, on parle de ça de manière bilatérale avec nos homologues israéliens. Mais de la même manière qu'on évoque les droits de l'homme quand on part en Chine. Voilà, tout à fait. C'est la même diplomatie, très bien. Je vois. Alors, on va terminer en essayant de donner de vraies pistes pour sortir de ces diffamations. Bon, la principale étant bien sûr l'accusation d'antisémitisme, qui devient complètement dingue, qui devient une sorte de tarte à la crème qu'on se jette comme ça à la figure, et puis après, il faut s'en dépêtrer, et c'est souvent très très compliqué. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'imagine que dans ce rapport, vous avez quelques préconisations. Oui, alors déjà une préconisation qu'on demande donc au gouvernement français, c'est de reconnaître que les associations qui travaillent sur la Palestine font l'objet de pression. C'est le cas notamment au Danemark ou aux Pays-Bas. Il y a eu des reconnaissances de la part des gouvernements sur le fait qu'il y avait des campagnes de délégitimation à l'encontre d'organisations, d'associations qui travaillent dans ces pays. On demande aussi au gouvernement de réfléchir à une possibilité d'accorder un statut aux associations qui défendent les droits humains, afin qu'elles ne puissent plus être ciblées aussi régulièrement par des organisations étrangères parfois, ou des organisations qui vont faire du lobby pour Israël. On demande aussi à ce que, et ça c'est très important pour beaucoup de membres de notre plateforme, on demande aussi à ce que le gouvernement dise bien n'accepte pas la pression sur les financements. C'est beaucoup plus difficile pour des ONG humanitaires notamment d'avoir des financements sur la Palestine désormais. On nous demande énormément de documents pour montrer qu'il n'y a pas pour avoir une transparence totalement kafkaïenne. On demande à ce que cela cesse, parce que c'est devenu extrêmement compliqué d'avoir des fonds et d'avoir des autorisations pour travailler en Palestine. Mais alors, j'entends vos demandes. Il n'y a pas des moyens du judiciaire de se battre comme ça, parce qu'on voit bien que quand on lit le manifeste pour le droit des associations à choisir librement les causes qu'elles défendent, manifeste dont la plateforme que vous représentez, Pierre Motin, est signataire, on voit que la tendance n'est pas celle que vous demandez, hein, très clairement. Donc, est-ce qu'il y a des moyens de lutter en portant en justice les attaques, les discriminations en termes de financement que vous subissez? Est-ce que vous avez tenté cette piste-là, puisqu'on peut espérer que la justice est indépendante en France? Pour l'instant, on n'a pas tenté cette piste-là. Ça reste... pour l'instant, on essaie de se dire que... essayer de sensibiliser le gouvernement, les décideurs politiques sur cette question pourra permettre de faire bouger les lignes.
On se dit que notamment tous les groupes de militants dans les régions, dans les territoires qui travaillent au quotidien pour la Palestine, s'ils font l'objet de nouvelles pressions, ils pourront montrer ce rapport qu'on a publié donc le mois dernier et montrer que c'est tout, que ce sont toujours les mêmes attaques. Oui, c'est-à-dire de montrer les mécanismes. Ça peut aussi peut-être aider des citoyens qui veulent poster quelque chose sur Twitter, par exemple, et qui vont se retrouver avec des tonnes de messages qui les traitent de tous les noms. Peut-être qu'on peut aussi leur donner des conseils, leur dire, voilà, ces attaques, machin, vous pouvez peut-être vous aussi dire, je vais porter plainte, même si vous le faites pas, vous pouvez dire, on peut pas me traiter d'antisémite comme ça, je vais porter plainte, vous allez voir prouver ce que vous dites. Enfin, c'est peut-être aussi un moyen de renverser la vapeur, et là ce serait un grand mot, mais voilà. C'est notre espoir qu'en essayant de décrypter ces campagnes de délégitimation, on réussisse à montrer qu'elles sont totalement vides de sens. Voilà. Et qu'elles sont sur le même modèle, que c'est vraiment une stratégie et qu'il n'y a aucun fond, en fait. Tout à fait, que c'est une stratégie pour faire perdre du temps aux citoyens engagés sur la question palestinienne, pour qu'ils n'aient pas le temps de se mobiliser pour essayer de changer la situation. Parce que tout le temps que vous passez à écrire ce genre de rapport, vous le passez pas sur le terrain. Tout à fait. Non mais voilà, vous êtes responsable plaidoyer, c'est votre rôle d'être dans les médias, etc. Mais en même temps, ça mobilise beaucoup de ressources de devoir se défendre. Et je pense que ça fait partie de la stratégie aussi, faut pas se le cacher. Et c'est comme les attaques contre les autres associations. C'est-à-dire que le temps que les associations vont passer à se défendre contre les accusations de détester la police, etc., elles ne passeront pas à lutter contre les violences policières, à aider les gens qui en sont victimes, à leur donner des stratégies, à alerter. C'est aussi toute une sorte de diversion. Tout à fait, c'est absolument une diversion et une manière aussi d'éviter que de nouveaux soutiens s'attaquent à cette question palestinienne, que le coût d'entrée devienne trop important bien sûr. pour s'engager sur la question de la Palestine. Effectivement, la question de la Palestine, je crois que c'est une des plus importantes et c'est une des plus censurées. Mais il y en a plein d'autres. Alors quand on voit les signataires de cet appel pour la liberté de choisir ses engagements, il y a l'association Attaque, il y a l'Auberge des migrants, il y a le Gisti bien sûr, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a des associations, les sciences citoyennes aussi. Donc ça veut dire que c'est vraiment tout ce qui propose une vision alternative que celle qui nous est imposée par le haut et quand même se sent menacée. Les signataires, c'est aussi souvent par solidarité, c'est pas forcément qu'elles ont, et heureusement, subi des attaques, mais il y a aussi le syndicat de la magistrature, il y a aussi le syndicat des avocats de France, oui absolument, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire que vraiment il y a toute une partie de la société civile qui se sent attaquée. Et en même temps, pour vous, qui étiez de longue date, vous avez des précurseurs. donc du coup, du coup, ça, c'est une manière de faire bloc et peut-être d'alerter les citoyens sur le fait que, ok, on n'est pas militant, mais un jour, si on veut l'être, on peut pas. Tout à fait, et c'est pour ça qu'il y a des organisations qui font un travail extrêmement utile désormais, comme l'Observatoire pour les libertés associatives, oui. Qui montrent d'ailleurs que dans énormément de domaines différents, donc sur les questions de la Palestine, mais aussi dans le domaine environnemental, ou de soutien aux migrants, ou de lutte contre l'islamophobie, les attaques sont de plus en plus importantes. Merci beaucoup Pierre Motin d'être venu ce midi sur Cause Commune pour évoquer avec nous tout ça. Je renvoie donc à ce rapport, il est disponible en ligne, j'imagine ? Absolument. Il s'appelle Attaque, diffamation, décryptage des stratégies de délégitimation de la défense des Palestiniens, et le site de Plateforme Palestine ? Plateforme-palestine.org. Voilà, allez-y, vous y trouverez plein d'informations importantes, et aussi ce rapport qui aide à comprendre et donc à se défendre. Merci beaucoup. Et puis avis aussi à toutes les organisations qui voudraient rejoindre. Je crois que la liste des signataires n'est pas close pour trouver le manifeste pour le droit des associations de choisir librement les causes qu'elles défendent. Je crois qu'on peut le trouver aussi sur votre site puisque vous êtes signataire. Tout à fait. Voilà, vous pouvez le trouver sur le site du Gisti, sur le site de la Ligue des droits de l'homme et sur plein d'autres associations que j'ai citées. Vous
vous ne pouvez pas le rater, mais c'est très intéressant aussi de le lire en entier parce qu'on voit que c'est toute la liberté d'expression qui est hélas menacée et c'est très grave. Merci à tous. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Liberté sur Parole. Un grand merci à Gilles Brézard qui réalisait l'émission. Un grand merci aussi à Stéphane Dujardin. Et dans un petit quart d'heure, vous allez retrouver l'émission Rayon Libre. Et Jérôme Sorel vous propose une émission fort intéressante. Il va recevoir un trentenaire qui apprend à faire du vélo. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire du vélo. C'est aussi une question d'émancipation. Et ça, Jérôme Sorel en connaît un rayon. Il vous en parlera tout à l'heure. On va passer le dernier quart d'heure en musique avec Anne Sylvestre. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliés. Vous me le direz, je les oubliés. Quand j'étais petite et que j'étais belle, on m'enrubanait de ces noms jolis. On m'appelait fleur, sucre ou bien dentelle. J'étais le soleil et j'étais la pluie. Quand je fus plus grande, hélas à l'école, j'étais la couleur de mon tablier. On m'appelait garce, on m'appelait folle. J'étais quelques notes dans un cahier. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliés. Vous me le direz, je les oubliés. Quand je pris 15 ans que s'ouvrit le monde, je crus qu'on allait enfin me nommer. Mais j'étais la moche et j'étais la ronde, j'étais la pleurniche et la mal lunée. Quand alors j'aimais, quand je fus sourire, quand je fus en vol, quand je fus lilas, j'appris que j'étais ventre et même pire, que j'étais personne, que j'étais pas. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliés. Vous me le direz, je les oubliés. Quand je fus berceau et puis biberonne, j'oubliais tout ça quand je fus rosier. Puis me réveillais un matin torchonne, j'étais marmitas et pierre d'évier. J'étais ravaudière, j'étais routine. On m'appelait soupe, on m'appelait bar. J'étais paillasson, carreau de cuisine. Et j'étais l'entrave à mes propres pas. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliés. Vous me le direz, je les oubliés. Puis un jour, du fond de ma tombe, j'entendis des voix qui se rappelaient plaisir et douleur, souvenirs en trombe. Et j'étais vivante et on m'appelait. Peu importe alors l'état de la cage, le temps qu'il faudra pour s'en évader, je saurai quoi mettre en haut dans la marge pour recommencer mon nouveau cahier. Je sais maintenant comment je m'appelle, je vous le dirai, je vous le dirai. Je sais maintenant comment je m'appelle, et c'est pas demain que je l'oublierai. Et c'est pas demain que je l'oublierai. Et c'est pas demain que je l'oublierai. On l'a dit
à la grand-mère qui l'a dit à son voisin. Le voisin à la bouchère à son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comme en enfance, Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelque mauvaise chute avait pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comme en enfance, Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste dans son fauteuil. Un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comme en enfance, Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, doit tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comme en enfance, Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comme en enfance, Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences comme en enfance, elles seraient bien. Toutes les Clémences prendraient des